Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue avec un peu de retard sur Média France TV à notre émission vers 2020. Nous avons toujours Mohamed auprès de nous. Bonsoir Mohamed, Mourad, bonsoir chers téléspectateurs. voilà, donc nous avons quelques sujets qu'on va aborder tout de suite. On va commencer par notre premier sujet concernant les élections partielles au Mayotte, en Haute-Garonne et dans la Loiret. Alors d'abord la Mayotte, pendant cette crise sociale, donc il y a eu les élections partielles. Oui, alors tout d'abord j'aimerais saluer les chers téléspectateurs et m'excuser aussi pour le petit retard technique que nous avons eu. J'aimerais aussi souhaiter un très bon début des trois massacrés pour nos frères musulmans. Qui a débuté aujourd'hui, donc à l'issue de ces 3 mois, donc ça sera la fin des 3 mois bénis, la fin du Ramadan. Donc aujourd'hui était un jour, Le premier jour du mois de Rajab. le premier jour de Rajab, un jour très important pour la communauté musulmane. Donc j'aimerais profiter de l'antenne pour les saluer et que ces jours bénis, ces jours saints puissent apporter la paix, la sérénité, l'amour sur notre terre. J'aimerais aussi, comme tu as souligné tout à l'heure, donc vous parler des élections partielles que nous avons pu avoir ce week-end, aussi bien en Ouais. métropole, mais aussi en Mayotte. Donc une élection partielle sous haute tension, dans le sens où Mayotte est sujet depuis plusieurs semaines à une grave crise sociale. Il y a comment dire, une situation très préoccupante, très alarmante de la population, que ce soit au point de vue de l'éducation, du dysfonctionnement des dispositifs de l'État, du dysfonctionnement des différents services, un chômage galopant. Voilà. Et dans ce contexte-là, donc, était organisée une élection partielle. Je rentre pas là dans les détails. Voilà, comme on peut le savoir, aussi bien par rapport à l'élection à Mayotte que les autres élections, que ce soit en Haute-Garonne ou dans le Loiret, ce sont des élections comme nous avons l'habitude actuellement, donc avec énormément d'abstention, qui sont à plus de 70% ou aux alentours de 70%, qui n'est pas du tout représentatif de la population administrée par ces élus-là. Voilà, donc ça, c'est pas la peine de le répéter ad vitam aeternam. C'est la situation actuelle de la politique en France. Par contre, là où moi j'aimerais insister, c'est par rapport à la situation sociale et économique de l'île de Mayotte, hein, qui est Mhm. à des milliers de kilomètres de la métropole, qui est un territoire français, mais qui souffre dans le sens où voilà, c'est un des quartiers, je dirais entre guillemets, une des zones oubliées de la République, une des zones qui est Comme délaissée. d'autres îles Oui, aussi, hein. comme d'autres îles, mais il y en a d'autres qui, comment dire, qui en valent plus la peine, je pense. Mais là, malheureusement, de par la composition ethnique, de par la composition, comment dire, de cette île, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il y a énormément de migrants qui fuient la misère, qui viennent trouver refuge sur cette île-là. Donc voilà, tout ça fait que nous avons un climat non seulement d'insécurité, de pauvreté, un climat de crise sociale auquel, comment dire, il faudrait que nous puissions trouver une solution. Et c'est dans ce contexte-là qu'a eu lieu cette élection partielle. Malheureusement, ça n'a rien changé, donc ce sont les mêmes personnes qui restent élues. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une prise de conscience et que ça fasse un électrochoc, mais malheureusement, ce n'était pas le cas. La ministre de l'Outre-mer était présente aussi sur le sol la semaine dernière par rapport aux situations de crise sur l'île. Moi, j'espère que la situation va revenir à la normale le plus rapidement possible. Espérons-le, oui. Euh, le deuxième sujet, c'est le congrès du FN qui a eu lieu et donc, qu'est-ce que tu en penses du résultat?
Alors, ce que nous pouvons penser, c'est qu'il y a plusieurs facettes. Il y a non seulement la situation familiale des Le Pen, hein, qui est un mélodrame. Voilà, Monsieur Jean-Marie Le Pen, qui est le père fondateur, l'énigmatique personnage politique, hein, avec tous ses déboires, avec tous les tracas qu'il peut engendrer, qui est évincé, qui est écarté de la scène politique par sa fille, donc par la personne qui l'a succédé, mais qui est aussi, comment dire, le fruit de ses entrailles, donc sa fille, sa propre fille, qui lui met des bâtons dans les roues. C'est malheureux, moi j'aurais pas aimé, et je ne le souhaite à personne, qu'une carrière politique telle qu'elle soit se termine ainsi Est-ce que pour ce personnage. c'est une image qu'on veut montrer aussi? C'est pas la succession de la fille du siège de son père, etc. Est-ce qu'on veut, on veut éviter ce genre d'amalgame et puis en disant voilà ben le nouveau patron du FN ou la fille FN. Oui, écoute, tu sais, il y a eu une période où il y a FN. eu toute une période euh, de, de redorer l'image du FN. Il y a eu toute une période où on a essayé de dédramatiser ou de dédiaboliser le Front National, notamment avec l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, avec aussi sa nièce, Maréchal Le- Maréchal Le Pen, donc, qui a contribué à cette image, hein, donc faut le noter. Donc beaucoup de personnes ont voté parce qu'il y avait un changement à la tête du parti, il y avait un changement de ligne, de, comment dire, de dialectique, un changement de vocabulaire dans leur discours. Donc il y a eu beaucoup d'adhésion de par ce fait-là. Par contre, ce n'était pas suffisant parce que toute cette sympathie s'est effondrée le soir du débat télévisé avec Emmanuel Macron. Donc toutes les personnes qui avaient une confiance ou un espoir Du du changement changement au FN. ou ou une sympathie envers Madame Le Pen, donc se sont retrouvés comment dire, déboussolés et ont fait marche arrière. Donc actuellement, il y a une nouvelle opération de séduction qui est en train de s'opérer, avec notamment le changement de nom du parti, l'éviction de Jean-Marie Le Pen, qui n'est plus président d'honneur, hein, faut le noter. Voilà. Donc, mais en parallèle à ça, donc le livre de Jean-Marie Le Pen fait aussi un succès fulgurant dans les librairies. Donc voilà, ils sont vraiment en train de chercher une nouvelle identité, une nouvelle voie, je dirais. Moi, ce que je vois, c'est qu'actuellement, ils sont dans une situation transitoire. Et d'ici quelques temps, je pense que Marion Maréchal Le Pen va revenir, va être appelée à reprendre les rênes du mouvement, du parti, pour essayer de garder une certaine unité, surtout après le départ de Philippot. Donc ils vont essayer de remodeler tout ça pour reprendre un nouveau départ. Parce qu'actuellement, je pense que Marine Le Pen n'a plus vraiment un avenir, je dirais même plus du tout un avenir politique sur la scène. Nous avons un téléspectateur qui nous pose la question, est-ce que l'on peut parler d'une fusion entre les Républicains et FN? Au Alors, niveau idéologique, on en avait déjà parlé qu'ils s'approchaient dangereusement. C'est plutôt les Républicains qui se rapprochent du FN que l'inverse. alors il a très bien fait de souligner ce téléspectateur. Ce qu'il faut noter, c'est que On va le liker. Alors. Marine Le Pen a demandé à voter les Républicains lors des élections partielles en Mayotte. Donc, le rapprochement est déjà là, même s'il n'est pas idéologique sur les faits, sur le terrain. Ils se font des passes. Ils se font des passes, voilà. Donc, même s'ils ne veulent pas avoir, comment dire, un acte signé ou un protocole d'accord entre les partis ou entre les formations politiques sur le terrain. Et ça, tu as raison de le souligner. Nous l'avions déjà signalé à plusieurs reprises à cette antenne-là. La crainte de ce rapprochement qui n'était pas sain pour la démocratie, qui n'était pas sain pour la politique française, est en train de s'opérer.
J'espère qu'ils ne vont pas y aller beaucoup plus loin parce que c'est vraiment une perte pour la droite française dans le sens où elle se fait littéralement bouffer par un parti d'extrême droite. Alors nous allons rester toujours dans les élections, par contre, un peu loin de chez nous, donc en Russie. Contrairement aux 15-20% de participation, là, il y a eu une forte participation. Alors, le président sortant, M. Poutine, a été réélu avec plus de 76% des voix. Donc le peuple russe est très satisfait de son président. Alors, tout d'abord, il y a plusieurs données qu'il faudrait analyser, non seulement la participation, mais surtout le taux de réussite. Donc, 70% pour 76% pour un président réélu, sortant pour la quatrième fois. Voilà, c'est pas en Europe de l'Ouest que nous pouvons voir ça. Surtout pas en France, Voilà, actuellement. en France. Je n'ai aucune sympathie envers M. Poutine. Moi, je l'aime bien quand Ni même. envers sa politique, mais il y a quand même un point qu'il faut souligner dans le sens où c'est un personnage fort, emblématique de la Russie, qui a su redresser la nation russe, qui a su refaire vivre son peuple des richesses de cette grande nation, de ce grand pays, il faut le dire, c'est une grande nation, et qui a su tenir les rênes de ce pays. Alors, rappelle-toi, dans les années 90, après la chute du mur de Berlin, lorsque nous avions une Russie dirigée par Boris Yeltsin, un monsieur pseudo-alcoolique, voilà, qui avait laissé, comment dire, toute la richesse, tout l'or, tout le pétrole, enfin toutes les richesses du pays se délapider à quelques hommes d'affaires qui étaient là en train de tout voler. Voilà. Poutine, c'est pas ça. Poutine, c'est l'homme fort du pays, c'est l'homme fort du système, hein, donc qui a su instaurer son autorité, qui a su tenir les rênes de ce pays, chose qui n'est pas facile. Et encore chose plus emblématique, c'est que ces dernières années, Poutine a réussi à revenir sur la scène internationale et à se faire respecter. La crise syrienne, on est pour quelque chose. Malheureusement, c'était au détriment des milliers de civils. Il jouait avec le feu, il continue de soutenir Bachar al-Assad à la tête de ce pays, mais ça fait de lui, ça fait de son pays, de son peuple, un allié incontournable, stratégique, dans le monde entier pour pouvoir traiter des affaires. Le rapprochement entre les deux Corées, je pense qu'ils sont aussi derrière, avec la Chine. Donc ça, ce sont des avancées qui sont importantes, qu'il faut souligner. Donc oui, Poutine est un homme fort de la Russie, mais pas que, c'est aussi un homme fort sur le plan international. Sur la scène internationale, bien sûr. Et quand tu vois la réélection de Xi Jinping en Chine, dans le Congrès, quand tu vois les élections italiennes où tu as un Berlusconi qui revient en force, donc c'est quoi? C'est l'image que les peuples, les nations attendent des personnes, des personnalités fortes de caractère, de pouvoir. Et quand tu vois le président Erdogan qui est à la tête de la Turquie depuis plus de 15 ans et toujours plébiscité, voilà, ce sont des signaux forts, c'est-à-dire les peuples actuellement demandent des dirigeants, des hommes politiques forts, et on ne veut pas des personnes, comment dire, et Madame Merkel, plus proche de nous, malgré toutes les difficultés qu'elle a eues, elle a su être réélue avec toutes les difficultés de fin de parcours politique, je dirais. Voilà, elle tient quand même les rênes de ce pays avec une coalition, certes, mais c'est quand même une image forte, moi je dirais, comparée aux autres pays européens. Parce que ils arrivent, dans l'ensemble, hein, ils arrivent à s'y tenir sur le plan international, pardon, et Oui. défendre les intérêts de leur Bien pays. sûr, bien sûr. Oui. Nous allons passer sur un autre sujet qui concerne notre pays voisin, donc en Allemagne. Tous les jours, on entend d'autres attaques contre les mosquées d'Allemagne. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne? L'Allemagne qui interdit d'une part les manifestations du groupe terroriste PKK, et d'autre part, il y a des attaques envers des lieux de culte. Alors, ce qu'il faut souligner, c'est que l'Allemagne
le plus grand pays de l'Europe, a en son sein la plus grande communauté turque expatriée. Et bien sûr, dans la communauté turque, nous avons la communauté kurde qui sont, pour une certaine partie, je dis bien une certaine partie, sympathisants du PKK. Cette population qui est hostile à l'opération de l'armée turque à Afrin, voilà, montre son désaccord, non pas démocratiquement, non pas par des actions symboliques ou quoi que ce soit, mais par des actions terroristes, comme ils l'ont fait sur le sol turc ou en Turquie, en bombardant soit des villages, soit des lieux de culte, soit en piégeant Plus des de 100 voitures, des missiles camions. tirés depuis Afrin vers la Turquie avant l'arrivée de l'armée turque sur place. D'accord, voilà, donc c'est pour dire, comment dire, l'importance de cette opération. Voilà, donc ce qui est dommage, c'est que les États européens, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Angleterre, Ils ne prennent pas les précautions. l'Italie, C'est la ça. Grèce, qui sont, comment dire, sur la première ligne hein, de ces groupes terroristes, ne prennent pas suffisamment de précautions et ne prennent pas le sujet très au sérieux, dans le sens où, tôt ou tard, ces affrontements vont se déporter sur le sol européen. Et moi, C'est ce qu'on a vu à Paris, discrètement. La presse n'en a pas parlé, mais à Paris, donc les pro-PKK ont voulu manifester, une manifestation qui est interdite par le préfet de Paris. Et donc, il y a eu des affrontements entre les manifestations des sympathisants du PKK avec nos policiers, oui, tout à fait. Donc voilà, avec des blessés. Hein. bah oui, oui, avec Et des on n'en a blessés. pas parlé. Hein. Très peu, très peu. Donc c'est bien ce que j'essaie de souligner, c'est que ces affrontements-là vont se déplacer sur le sol européen. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont commettre des attentats, ils vont provoquer non seulement la population d'origine turque, mais aussi les pouvoirs publics, ils vont provoquer nos services d'ordre, la police, l'armée. Voilà. Donc ça va créer, comment dire, une tension que nous n'avons pas besoin ici en Europe, et ça va créer un climat, comment dire, de guerre. C'est ça qu'il faut à tout prix empêcher. Et pour empêcher ce climat, il faut que les États prennent des mesures drastiques et fortes et symboliques, dans le sens où, oui, le PKK est un groupe terroriste. Oui, les sympathisants du PKK sont des terroristes. Oui à la liberté d'expression, mais en aucun cas à des actes terroristes comme il y a eu lieu. Donc non seulement les musulmans d'Europe sont confrontés à des actes islamophobes, à des actes racistes, à des actes antisémites, et en plus maintenant vient se rajouter à tout ce lot de, comment dire, de déferlantes ces actes terroristes par ces groupes-là. Donc qui se disent, comment dire, qui se disent des guerriers de la liberté. Mais de quelle liberté vous parlez? De quelle liberté? C'est-à-dire, c'est pas en tuant, en blessant, en faisant exploser des lieux de culte ou des locaux associatifs ou des commerces ou des véhicules appartenant à une certaine communauté que vous allez gagner la paix. Donc déjà, leur leitmotiv est corrompu, est faux par rapport à leur désir de paix. Et moi, ce que j'aimerais aussi souligner, c'est la presse occidentale qui occulte beaucoup d'événements et aussi beaucoup de vérités par rapport à cette opération, par rapport à la réalité du PKK. Je ne parle pas que de l'opération d'Afrin. L'opération d'Afrin est un détail dans cette guerre, dans cette lutte dans cette lutte de la Turquie contre ce groupe terroriste. Il faut bien le souligner, ce n'est pas une guerre de la Turquie contre le peuple kurde, ce n'est pas une guerre des Turcs contre les Kurdes, loin de là. Surtout qu'il y avait des Kurdes du côté donc l'armée libre de la Syrie. Hein. Alors, les Kurdes, nos amis kurdes, nos frères kurdes, sont présents non seulement au rang de l'armée de libération de la Syrie, mais Dans l'armée turque aussi. mais dans les rangs de l'armée turque, tu as des centaines, des milliers. Pourquoi la de presse Kurdes. française surtout souligne à chaque fois que Erdogan est en train d'attaquer les Kurdes?
de l'Irak. Mais- Et il le souligne plusieurs fois. Donc, j'ai un téléspectateur qui me dit encore pourquoi la presse française ne cache pas sa tristesse à la libération d'Afrine. Pourquoi prise, prise de côté, on va dire, de notre presse actuelle. Mais alors, Qu'est-ce qui se passe? alors, non seulement pour eux, c'est un fonds de commerce. Donc, pour eux, c'est un fonds de commerce. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que les groupuscules, les sympathisants du PKK en Europe, mais plus particulièrement en France, ont su infiltrer, ont su créer des réseaux au sein des divers partis politiques français, essentiellement de gauche. Je te parle là du Parti socialiste, du Parti communiste, du mouvement Mélenchon, etc. Donc, ils sont super impliqués au niveau politique. Alors, quand une certaine presse accusait des Français à part entière qui sont nés ici, qui ont grandi ici et qui voulaient s'engager en politique dans des réseaux associatifs ou dans des partis politiques en militant au sein de ces partis-là, ils étaient traités d'entrisme. Alors là, pour ces groupes terroristes qui ont, comment dire, qui ont manié des armes, qui ont manié des calaches et qui reviennent ici en France pour s'engager dans des mouvements politiques comme le Parti communiste ou comme le Parti français. Donc là, pour eux, il n'y a pas d'entrisme. Pour eux, il n'y a pas de double langage. Pour eux, il n'y a pas d'atteinte aux libertés. Tu comprends? Donc voilà, c'est ça qu'il faudrait pouvoir souligner. Et c'est là où la presse, comment dire, a tout son... perd toute sa crédibilité dans le sens où elle ne montre que ce qu'elle ne veut montrer. Donc moi je dis stop, il faut qu'on puisse voir la réalité de ce qui se passe à Afrine, de ce qui se passe sur cette région-là du globe, de la frontière turco-syrienne. Ce qu'il faut savoir, je répète, la Turquie partage avec la Syrie près de 1000 km de frontières communes, 1000 km. Ce que ça veut dire, c'est Paris-Brest, voilà, donc presque 1000 km de frontières avec un pays qui est en guerre depuis des années, qui accueille sur son sol plus de 3,5 millions de ressortissants syriens. Donc je ne vois pas pourquoi un pays irait tuer des civils à Afrin. Et les images le montrent bien. C'est pour ça que... Là où l'armée turque, aidée par l'armée de libération syrienne, ont pris possession des enclaves et du centre-ville d'Afrin. Ils ont découvert quoi? Des tunnels non seulement creusés avec des machines super sophistiquées, avec des moyens super avec modernes. des murs qui faisaient plus de 60 cm Et de béton armé. Et voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, et des murs, des bunkers, des tunnels qui étaient renforcés avec du béton armé. C'est-à-dire, c'est pas des simples petits guerrieros qui vont faire ça. C'est-à-dire, derrière ces groupes, il y a vraiment une infrastructure. Il y a vraiment, comment dire... Il y a une autre force qui les... Il y a non seulement une force, mais il y a aussi, comment dire, tout un pouvoir économique, un pouvoir politique, un pouvoir, comment dire, logistique qui les aide, qui les soutient, qui fait en sorte que ces groupuscules-là puissent creuser des tunnels, puissent bâtir des bunkers, puissent avoir, comment dire, prise de position sur des sites, comment dire, qui sont impraticables, qui sont inatteignables avec des simples petits 4x4 comme ce qu'on montre ou comme ce qu'on veut nous faire croire. Donc, stop à la désinformation de la presse. Ce ne sont pas les femmes kurdes, les jeunes filles kurdes qui essaient de faire passer, comment dire, une image plutôt cosy de cette guerre. Non, la guerre qui est en train de se mener là-bas, et appelons-le, c'est une guerre contre un terrorisme, contre un parti terroriste qui a fait plus de 40 000 victimes en Turquie et qui continue de faire des victimes, non seulement au sein de la population turque, mais aussi au sein des autres populations, que ce soit syriennes, irakiennes, iraniennes, sur toute la région. Donc voilà, nous combattons, il faut combattre non seulement le PKK, mais aussi le YPG, mais aussi Daesh, mais aussi les talibans, voilà.
tous les groupes terroristes sont à pied d'égalité. Il n'y a pas de bon ou mauvais terroriste. Il n'y a pas un terroriste. C'est pas parce que le PKK a, comment dire, a tiré sur Daesh qui fait de lui un terroriste plus humble qu'un autre. Non. S'il a tué Daesh, tant mieux. S'ils ont contribué au départ, et d'ailleurs je ne crois qu'à moitié, s'ils ont contribué au départ de Daesh de cette région-là, tant mieux. Maintenant, c'est à eux de partir. Exactement. Donc, un dernier sujet concernant Afrin. Donc, Monsieur Erdogan a annoncé qu'il va poursuivre ses attaques, entre guillemets, ses libérations plutôt, contre d'autres villes qui sont à sa frontière, donc au nord de la Syrie, entre autres, où il y a le PKK et le PYG qui est installé. Et donc, nous allons poursuivre tous ces sujets dans le futur, donc jusqu'à la semaine prochaine. Mais Afrin a été totalement vidée de ces terroristes complètement. L'armée turque a fait du bon boulot. Et nous avons vu en photo que la ville d'Afrin n'était pas détruite comme les villes de Mossoul, Kirkuk, qui Mais étaient complètement détruits par des bombes par les Alliés, en fait, par tu sais, l'OTAN. je pense qu'une armée d'État, si elle veut détruire une zone, elle l'aurait pu. La volonté de l'armée Et très turque, rapidement. voilà, et très rapidement. Donc là, Pendant 58 jours. voilà, ça fait quand même quelques semaines que l'armée turque a avancé lentement, mais sûrement, en sécurisant son passage, en gagnant la confiance des populations, en essayant de faire le moins de dégâts, non seulement au niveau de son passage, mais aussi vis-à-vis des civils. Donc il y a une adhésion totale de la population qui était meurtrie par cette guerre, qui était meurtrie par ces groupes armés. Tu as bien vu les checkpoints qu'ils avaient dressés pour soudoyer, comment dire, la population. Ils ont même essayé d'utiliser la population civile comme bouclier humain en empêchant les civils de partir ou de se mettre en sécurité. Donc c'est pour dire à tel point comment dire, ils peuvent utiliser les jeunes, les vieillards qui sont restés dans cette ville comme bouclier humain. Donc ce qui est important maintenant, c'est de sécuriser les autres régions, le reste de la Kobané zone, et le Kobané, reste. etc. Je pense que cette avancée va continuer. Moi, je ne suis pas là pour juger du pour ou du contre. Si un État décide De sécuriser sa frontière, pourquoi? Parce que l'État en question, c'est-à-dire si la Syrie n'arrive pas à sécuriser ses zones, forcément, donc la Turquie doit sécuriser ses propres frontières. Et la sécurité de la Turquie passe par la sécurisation de la partie syrienne de cette frontière. Le président Erdogan, il a plusieurs fois souligné qu'il était complètement dans les accords internationaux pour rentrer en Syrie, pour sécuriser sa frontière. Alors nos élus, donc le président Macron, entre autres, quand il a eu la visite du président Erdogan, pendant la communiqué de presse, il était tout à fait d'accord. Mais dès qu'on se retourne, il y a des choses qui se passent dans les couloirs et puis les gens sont soudainement contre. Il y a le Parlement européen qui a voté quelque chose là-dessus aussi, qui est d'arrêter le massacre, je mets entre guillemets le massacre de l'armée turque à Afrin, alors qu'Afrin a été déjà prise. Alors, ou bien nos politiciens, ils ont beaucoup de retard, ils sont un peu décalés de... Mais tu sais, on joue sur la communication. J'ai lu un papier là dans Libération qui était l'appel, un communiqué qui disait l'appel pour sauver Afrin. Voilà. Mais sauver de quoi? C'est-à-dire l'armée turque est arrivée à Afrin en faisant le moins de dégâts possible. Oui, Afrin a été libérée, oui, Afrin a été sauvée des terroristes PKK. Donc arrêtez de faire l'amalgame entre le PKK et les Kurdes. À Afrin, la population veut vivre en paix, veut vivre en sécurité, veut vivre en liberté. C'est ça qu'il faut comprendre. La population de cette région-là du globe, on a marre de vivre sous l'ombre des Kalachnikovs, sous l'ombre de l'armée des différentes dictatures. Donc elle veut sa liberté,
et l'armée turque est en train d'œuvrer à ça. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi autant de déferlante, pourquoi autant de, comment dire, de haine envers cette opération, alors que lorsque d'autres opérations ont eu lieu, que ce soit en Afrique, que ce soit la Chine, que ce soit la Russie, qui ont opéré des opérations semblables pour sécuriser leurs frontières, pour, euh, pour, pour le bien fondé des populations, je n'ai pas entendu autant la société civile française se dresser contre. Et pendant ce temps-là, il y a un autre front sur lequel la presse, où on ne parle pas du tout. Là, actuellement, Gaza est sous les bombes. L'armée israélienne est en train de bombarder Gaza. Et pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on fait un silence total, un blackout là-dessus? Tu vois, donc il y a deux poids, deux mesures. Donc on ne montre ou on ne parle que de ce que on veut faire passer comme message. Et en plus en soudoyant, en falsifiant la vérité sur le terrain de ce qui s'est passé à Afrin et de ce qui se passe réellement. Donc moi j'invite nos compatriotes, nos citoyens, nos amis qui sont peut-être pas aussi proches de la Turquie, de creuser leurs recherches, d'aller vraiment à la source des informations, de s'alimenter de plusieurs sources d'informations, ne pas gober l'ensemble des informations qu'on va nous donner par rapport à cette opération. Merci beaucoup, Mohamed Chaouch, pour ces informations, pour ces détails. C'est moi qui te remercie. Donc, nous avons terminé le temps qui était réservé à notre émission. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de partager surtout notre émission pour que Média France soit suivi par beaucoup plus de monde. Nous vous disons à la semaine prochaine, une très bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.